Merci de nous retrouver et de nous rester fidèles. Votre émission Toute la vérité qui revient comme tous les dimanches. Et c'est avec plaisir que nous accueillons pour ce numéro Papa Diallo dit Zator Mbaye, ministre conseiller, membre du conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur, ancien député, jeune de Benno Bokk Yakaar également. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Notre première émission, mais c'est avec plaisir puisque on se connaît très bien. Absolument. Pape Diallo Zator, merci déjà de nous accueillir. Birahim, c'est un plaisir partagé d'avoir l'honneur vraiment d'être invité à cette prestigieuse émission hebdomadaire politique. D'autant plus que mon plaisir est d'autant plus grand que, voilà, je disais tout à l'heure que tu étais un ami d'enfance. Donc c'est un plaisir de voir tout ce que tu fais voilà, sur le landerneau. Je devrais dire communicationnel. Hein. Oui, c'est une très bonne émission. Ami d'enfance ou pas, je ne vais pas vous rater. Il faut surtout pas, voilà. Sans détour. Ministre conseiller, jeune de Benno Bokk Yakaar, relativement jeune, vous avez quand même une certaine expérience en politique, membre de l'Alliance des forces de progrès de Moustapha Niasse. Vous avez également été député à l'Assemblée nationale. Démarrons par cette Assemblée nationale. Ce week-end, il a plu, comme pratiquement depuis quelques semaines, des pluies avec leur lot de conséquences, notamment les inondations. L'Assemblée nationale a décidé de ne pas ouvrir une enquête parlementaire ou de mettre une commission d'enquête parlementaire, mais plus une information. Cela a fait beaucoup de bruit. Que pensez-vous de ce débat qu'il y a autour de ces deux concepts de enquête parlementaire, information pour les députés? Vous savez, l'Assemblée nationale ne peut pas faire une action qui ne rentre pas dans le cadrage de son règlement intérieur, qui est une loi organique. Hein. Je veux dire que l'Assemblée nationale, du début à la fin, n'a pas le droit, ne peut même pas d'ailleurs poser un acte qui ne soit pas conforme au règlement intérieur. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'enquête parlementaire ou de mission d'information. La mission d'information est totalement conforme à l'article 49 du règlement intérieur. Parce que quand il y a des faits comme ça, l'Assemblée nationale s'informe d'abord. Il n'y a pas de soupçon de délit ou de détournement. Ce serait dans ce cas qu'on aurait dû parler de commission d'enquête. Nous sommes dans le cas d'une information. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir pourquoi il y a eu ces inondations, mais on ne peut pas enquêter quand même, bon sang, le bon Dieu qui a été responsable de cette pluviométrie extrêmement abondante. Mais l'enquête, ou en tout cas ce que se posent comme question les Sénégalais, et où sont passés ces 767 milliards du plan décennal de lutte contre les inondations qui a démarré en 2012, on est en 2020, il reste à peine peut-être 2 ans avant la fin de ce plan ou de ce programme. Comme tous les plans, en 2012, il n'y avait pas tous ces autres plans, PUDC, Puma, Promoville, etc. L'État fait des arbitrages en fonction, n'est-ce pas, des priorités du moment, des priorités de l'heure. Il y a eu ce plan décennal. Moi-même, j'ai fait partie des députés de la 12e législature qui ont eu à donner leur onction par rapport à ce plan. Donc, j'en parle en toute connaissance de cause. Maintenant, le plan avait plusieurs détentes. Il y avait une détente structurelle et une détente conjoncturelle. Et chemin faisant, comme je l'ai indiqué tantôt, l'État, dans le cadre de ces arbitrages, n'a pas pu dépenser les 765 milliards qui étaient destinés, n'est-ce pas, à la réalisation intégrale de ce plan. Mais, somme toute, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites. Parce que si vous faites un tour vers le CICES, vers Philippe Maguilène Senghor, et même à Grand-Yoff, cette année, vous avez vu qu'il y a eu un léger mieux par rapport à ce qui se faisait habituellement. Même si, il faut quand même reconnaître cette année qu'il y a eu une pluviométrie extrêmement importante, au grand bonheur d'ailleurs du monde paysan et même du Sénégal de manière générale, parce que ça augure justement de lendemain meilleur dans le cadre justement d'une autosuffisance ou d'une sécurité alimentaire. Mais l'un dans l'autre, l'Assemblée nationale est bien dans son rôle de mettre en place une mission d'information qui a sensiblement les mêmes attributions qu'une commission d'enquête, sensiblement. Parce que toutes ces personnalités, ministres, DG, etc., qui ont eu à gérer ou qui sont directement ou indirectement liées à cette question-là, seront entendues par l'Assemblée nationale qui, in fine, mettra un rapport sur la table du président de l'Assemblée nationale, mais qu'il donnera au président de la République. Il faut quand même rappeler que l'Assemblée nationale n'est pas l'exécutif. L'Assemblée nationale est le législatif. L'Assemblée est bien sûr habilitée à faire le contrôle, n'est-ce pas, des politiques publiques. Il s'agit de faire un contrôle des politiques publiques, un contrôle des actions du gouvernement, puisque le gouvernement
passe devant l'Assemblée nationale avec une déclaration de politique générale, avec tout ce qu'il y a comme loi, règlement, entre autres. Mais quelqu'un que vous connaissez très bien, un doyen de l'Assemblée nationale, le député ou président Doudou Wade, est revenu pour dire qu'il ne peut y avoir une réunion de l'Assemblée nationale ou du bureau de l'Assemblée nationale si c'est peut-être quelques députés approchés par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour créer une commission ou un machin, puisque certains l'appellent un machin, pour informer le président. Donc une onction finalement de tout ce qui a été fait sur ces 767 milliards, sans qu'il y ait peut-être de poursuites judiciaires ou entre autres si, le cas échéant, il y a eu prédation au niveau de cette somme qui a été dégagée. Vous savez, c'est encore une douderie, comme j'aime voilà, le titiller, hein, parce que c'est mon diable. Mais pour être plus sérieux, le président de l'Assemblée nationale, que je connais, le président Moustapha Niasse, ne sera jamais dans la compromission. Et à l'Assemblée nationale, il y a de vaillants députés qui ont été élus, hein, je le rappelle, par les populations, investis donc d'une mission. Et chacun d'entre eux est quand même conscient de cette mission précise. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire pourquoi l'Assemblée n'a pas mis en place une commission d'enquête à la place d'une mission d'information? Mais c'est une faculté. L'Assemblée a jugé nécessaire de mettre en place une mission d'enquête qui entendra tous les responsables, qui mettra un rapport sur la table du président de la République, qui est la seule personne à pouvoir, n'est-ce pas? Mission d'information. Voilà. Et pourtant, le groupe parlementaire de l'opposition, le groupe libéral et démocratique, avait demandé justement la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi avoir choisi cette autre option de mission d'information? Mais justement, mais qui choisit élimine. La majorité des parlementaires a pensé qu'il était plus judicieux de mettre en place une mission d'information à la place d'une commission d'enquête. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça rentre justement, comme je l'ai indiqué, dans le fonctionnement, dans le cadre fonctionnel de l'Assemblée nationale. L'article 49, ce que dit Doudou Wade, moi j'aimerais bien qu'il nous indique un article du règlement intérieur, mais qui était justement ces propos-là. Oui, alors il parle par pour exemple... être plus sérieux, on est aujourd'hui dans une période où les gens ne devraient pas, je crois, tirer des ficelles de ces inondations. On ne devrait pas rire, n'est-ce pas? Non, ça n'a pas de sens. On doit aujourd'hui être Sénégal, nous. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'être solidaire de toutes ces populations qui sont en détresse, ou même de ces populations qui ont perdu la vie. Et si on regarde à l'aune même de ce qui se passe dans le monde, en Afrique, il y a eu beaucoup de dégâts. Et ça, quand même, ce n'est pas la faute, qui ont traversé ce n'est pas la faute du président Macky Sall. Du Soudan au Sénégal, le Niger, entre autres. C'est une situation qui est peut-être exceptionnelle, comme le disait le chef de l'État. On ne peut pas arrêter la pluie, mais on peut quand même demander ou interroger l'histoire par rapport à justement cette manne financière. Alors, l'option, ça a été une mission d'information. L'Assemblée nationale, que vous avez connue, que vous connaissez, puisque ancien député, mais proche également, je le disais, du président Moustapha Niasse, président de l'AFP, est-ce que on parle de pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, exécutif, mais le problème qui se pose aujourd'hui, ou en tout cas dans l'entendement des Sénégalais, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec cette Assemblée où c'est toujours la majorité qui décide et selon les déshydratats du pouvoir? Mais Brahim, dites-moi, un seul pays au monde où il n'y a pas une majorité qui décide. Ça n'existe nulle part dans le monde. Une majorité, elle est faite justement pour gouverner. Et l'opposition est faite pour s'opposer. Ça, c'est une règle élémentaire en matière de politique, simplement. C'est une notion basique. Ce n'est plus une chambre d'applaudissement? Mais non, pas du tout. Vous savez, à l'Assemblée nationale, je veux rappeler qu'au Sénégal, nous sommes dans un régime présidentiel. Et aujourd'hui, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Il lui appartient à lui d'indiquer, n'est-ce pas, la voie que devra tracer le pays. L'Assemblée nationale a des missions limitatives. Et ça, il ne faudrait pas que les gens donnent à l'Assemblée ou veulent donner à l'Assemblée ou veuillent donner justement à l'Assemblée nationale une mission qu'elle n'a pas. Parce que l'Assemblée n'a pas le pouvoir, par exemple, d'acheter des motopompes ou d'aller acheter des vivres, parce que l'Assemblée n'a même pas ce budget-là. Par contre, l'Assemblée vote des lois, fait l'évaluation des politiques publiques et justement
le contrôle de l'Assemblée nationale n'est pas un contrôle comme celui que fait l'IGE ou la Cour des comptes. Non, c'est plutôt un contrôle politique. C'est aller sur le terrain, interroger les ministres, interroger les principaux acteurs et voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire, n'est-ce pas, de cette enveloppe financière que l'Assemblée nationale a pu mettre à leur disposition au début de l'année. Mais au Sénégal, on confond pommes de terre et Angleterre. Il n'appartient pas du tout à l'Assemblée nationale d'avoir un élan exécutif, pas du tout, mais plutôt un élan législatif et bien sûr, mais d'accompagner le président de la République qui est quand même membre de notre majorité. Je n'ai jamais vu une majorité être contre son président. C'est presque une utopie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui sortir de la ligne éditoriale de votre groupe de presse. Hein. Voilà. Donc, cette indépendance, ce n'est qu'un vœu pieux finalement, l'indépendance Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller à l'Assemblée nationale et de voir comment travaillent les députés? En commission, je vous mets au défi. Hein. Regardez pratiquement tous les amendements qui se font. C'est les députés de la majorité qui le font en général. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai été secrétaire élu à l'Assemblée nationale pendant 4 ans. Et de mémoire, hein, je peux vous dire, voilà, c'est tel député, tel député, tel député. Et sur 10 amendements, par exemple, je peux vous dire que les 9 ont été faits par les députés de la majorité. Ils ne sont pas du tout tendres avec les ministres de la majorité. Pas du tout. Parce que l'objectif d'un député, c'est de venir et de défendre, et ça, il ne faut pas l'oublier, ces populations. Donc, ce député a une obligation de résultat vis-à-vis de ces populations. Il n'y a pas de... Je suis le député du président Macky Sall, comme on a entendu certains le claironner à l'Assemblée nationale. Vous savez, dans la vie, chacun a son niveau de compréhension des choses. Vous êtes un journaliste. Souvent, on entend des journalistes dire que moi, je suis journaliste de tel ou de tel autre. Ça va avec la vie. Hein. L'objectif pour moi est que les députés qui viennent à l'Assemblée nationale soient conscients de sa mission, qui est celle-là d'avoir ces 4 pieds. Hein, la représentation, la légifération, l'évaluation des politiques publiques et le contrôle de l'exécutif. C'est ça exactement la mission du parlementaire. Maintenant, la mission du parlementaire ne se limite pas à l'Assemblée nationale. Parce que les parlementaires sont à la base. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en train justement de partager la souffrance des populations à travers leur salaire, leur carburant. Ils sont au niveau des décès, des baptêmes, etc. Parce que certains d'entre eux ont été brimés ou blessés. On a vu par exemple le député Mame Diarra Fam subir peut-être les contre-coups de propos qu'elle a tenus notamment sur Sen TV et concernant cette gestion des inondations. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop fragilisé le député au Sénégal? On devrait renforcer davantage le député au Sénégal. Vous savez, nous avons eu la chance de parcourir la sous-région, de rencontrer nos homologues africains qui sont à bien des égards mieux traités que les députés du Sénégal. À tout point de vue. Aujourd'hui, le député du Sénégal, son salaire est connu, c'est 1,3 million. Si c'est un député qui habite dans les régions, il lui faut un appartement à Dakar, il lui faut un chauffeur, il lui faut une secrétaire, mais vous avez les hôtels du député. Hein, oui, mais non, mais la capacité ne prend même pas le 8e des députés, hein, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, le président Moustapha Niasse avait justement, avec le soutien du président Macky Sall, un immense projet de construction d'un hôtel des parlements qui devrait, pendant les sessions, abriter les parlementaires et hors session être utilisé à autre chose. Je pense que c'est des choses comme ça qui, à terme, pourront permettre aux députés mais d'assurer la plénitude de leurs fonctions. Dans certains pays, les députés ont des sièges dans leur localité, dans leur district. Et cela leur permet quoi? D'être au contact des populations, de prendre les préoccupations des populations, de les amener à l'Assemblée et vice-versa, justement, de revenir à l'Assemblée chez les populations et de faire un rendu parlementaire. Mais on espère qu'au Sénégal, on arrivera à ce stade-là un jour. Alors, le chef de l'État, Macky Sall, vous parliez des inondations tout à l'heure, qui s'est rendu notamment à Keur Massar, une zone qui est doublement touchée par ces inondations et le coronavirus, ainsi qu'une bonne partie du Sénégal. Ce qu'on a vu ou observé sur le plan de la communication du chef de l'État, il n'a pas voulu se mouiller, entre guillemets, et a donné un os à ronger en parlant de départementalisation future de Keur Massar. Vous avez suivi cet épisode et surtout tous les propos qui sont sortis après cette visite du chef de l'État qui a vite fait de se retrouver dans d'autres régions pour une tournée économique. Une image que vous soutenez? Pourquoi les gens devraient penser que le président devrait tremper dans de l'eau à 1,40 m?
en termes Mais même de pourtant, sécurité. ce sont d'autres Sénégalais qui Mais je vous dis, et- en termes même de sécurité, mais ce n'est pas sûr. Hein, de l'eau stagnée depuis quelques jours, avec une hauteur d'1,40 m. 1,40 m, président Boutidougué, Ndormi Exivi. Pourquoi n'avoir pas pris une vedette comme d'autres l'ont fait, Mais non, le vous gouverneur savez, ou je ne la sais quoi. visite du président de la République, c'était pour venir soulager les populations, il l'a fait. Des populations qu'il Il n'a a pas trouvé, vues. Hein. si, il les a vus, il a vu les populations. Maintenant, les Sénégalais, vous savez, chacun est ministre, chacun est président de la République. D'autres vous diront non, le président aurait dû tremper, d'autres disent non, il fallait qu'il prenne une vedette. Il a choisi en fonction des renseignements qu'il a qu'on n'a pas, en fonction de la situation du terrain qu'il a qu'on n'a pas, mais c'est en fonction de tout cela. Vous pensez que le président se déplace comme ça au gré de sa volonté? Mais non, il y a un service qui prépare toutes ces visites. Et je vous assure que ça a été fait, bien planifié. L'objectif du président, c'était de venir de partager la détresse des populations. Et si les gens pensent que c'est à cause des inondations que le département de Keur Massar a été érigé en département, nous autres hommes politiques qui avons l'habitude de fréquenter les populations de Keur Massar avons vu l'explosion démographique de cette zone. C'est une vieille doléance de toutes les façons. C'est une très vieille doléance et l'État sûrement a travaillé en amont sur ce dossier-là avant que le président ne vienne faire... Est-ce que c'était le moment opportun? Mais c'est bien le moment. Le moment opportun, c'était plus, ou plutôt l'urgence pour ces populations. C'était d'abord, ou c'est encore toujours d'abord, de sortir mais il y a eu l'eau. une quarantaine de milliards qui a été annoncée comme enveloppe d'accompagnement de cette départementalisation. Vous savez, une commune a des moyens restrictifs et restreints. Et aujourd'hui, en érigeant Keur Massar en département, mais ces missions se voient élargies. Je pense que les populations de Keur Massar, en tout cas que je connais, ont applaudi cette mission parce que Keur Massar est devenu une étendue. Hein, c'est très vaste. Et sûrement qu'il y aura des communes qui vont être érigées pour que justement les populations soient plus proches de leur mandat. Les maires soient plus proches de leurs administrés. Et à mon humble avis, ceux qui pensent que le président a voulu mettre ça comme un os à ronger n'ont rien compris. C'est une vieille doléance. Le président est un homme de terrain. Il est souvent sur le terrain. Et je crois qu'il a aussi toutes les informations liées aux doléances des populations. Et naturellement, il a été élu président de la République pour faire les arbitrages. Une départementalisation, ce n'est peut-être pas demain la veille, puisqu'il y a encore tout un circuit à emprunter pour arriver à ce département. Et surtout, il y a les élections locales qui sont en tout cas annoncées pour 2021, le mois de mars, mais beaucoup également, et surtout des gens du pouvoir, entre autres, estiment que cette date ne sera sûrement pas respectée puisqu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à ce calendrier électoral. Vous savez, le président aurait pu vraiment décider de la date. Parce qu'il a la main. Il a la main. Il vient d'être réélu brillamment à 58%. Donc si c'était au jeu de bolotte, on dit qu'il a la main. Il choisit ce moment pour dire, venez, on discute. L'opposition, la majorité, dans le cadre du dialogue. Et tout ça, il le fait simplement pour associer tout le monde à la prise de décision finale qui lui incombe à lui seul. Et ça, il faut le rappeler. Il appartient au président de décider. Les gens sont en train de discuter. Il y a eu beaucoup de préalables que l'opposition a posés, beaucoup de préalables de la société civile. Si le président prenait aujourd'hui une décision pour dire, voilà, j'ai choisi telle date, nous commençons. Ah, président, après déjà de fait. Il demande aux gens d'épuiser la discussion avec bien sûr tout ce qu'il y aura comme éléments connexes, externes, que les gens ne savent pas et que lui qu'il maîtrise. Hein, parce qu'une élection aussi, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on est dans une période de coronavirus. Oui, une campagne électorale, c'est beaucoup de regroupements, c'est beaucoup de contacts qui pourraient se faire. On a vu des regroupements durant sa tournée économique. Vous savez, il n'a organisé... C'était juste une parenthèse, mais Birahim, il n'a organisé aucun regroupement. Vous savez, mais ses proches l'ont organisé. On est au Sénégal, quand le président va quelque part, naturellement. Mais si les gens entendent les sirènes, mais les gens sortent pour l'applaudir. Ça, c'est le Sénégal. C'était organisé. On reviendra sur ce point tout à l'heure. Donc, pour dire qu'il y a énormément de choses, énormément de facteurs qui, à terme, seront posés sur la table du président qui appréciera et verra le momentum le meilleur, n'est-ce pas, pour tenir
ces élections-là. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. Il faudra laisser cette commission terminer son travail, déposer les conclusions et laisser au président de la République maintenant la plénitude et la solitude de sa décision. Parce que c'est à lui et à lui seul, n'est-ce pas, de prendre une décision qui pourrait être appliquée par les Sénégalais. Le calendrier électoral, en tout cas en ce qui concerne les élections locales, qui n'a presque jamais été respecté au Sénégal depuis plusieurs dizaines d'années, cela fait tâche dans une démocratie qui se vit quand même assez jeune pour certains, mais quand même assez vieille pour d'autres. Ça interpelle tout le monde. Ça interpelle les acteurs politiques, ça interpelle les populations. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'on devrait harmoniser notre calendrier électoral vers... Et respecter les dates. Aller à une année électorale. Parce qu'on ne peut pas... Pour nous autres hommes politiques, c'est extrêmement difficile. À chaque fois qu'une élection est terminée, on se projette sur l'autre. Alors, regardez depuis 2012, combien d'élections ont été organisées. Je pense qu'il faudrait peut-être arriver un jour, avec vraiment... au bout d'une large concertation, arriver à harmoniser le calendrier électoral, ce qui va permettre voilà, de tenir toutes ces élections à date échue. Est-ce que vous pensez que, comme certains le pensent, même au sein du régime ou de la coalition présidentielle, que cette date butoir du 28 mars 2021 pourrait ne pas être respectée pour la tenue de ces élections locales? Alors moi, je ne suis pas dans le débat, je ne suis pas membre de ce comité de dialogue et je ne souhaiterais pas dire des choses qui pourraient me rattraper demain. Par contre, je sais qu'il faudra laisser le temps nécessaire à ce dialogue-là, que les gens déposent les conclusions. Maintenant, il y a des préalables à une élection. Il faut des inscriptions, il faut une publication des listes, il faut le retrait des cartes. On est déjà à moins de 8 mois de ces élections. Ben oui, si on suit les normes de la CEDEAO, il faut au moins ce 6 mois francs déjà pour tout ce qui concerne la révision des listes électorales, etc. Attention, il y a un mot important. S'il y a un consensus, ce mot-là est très important. Qui peut atténuer. Même dans les 6 mois, si le consensus est là, mais oui, on peut aller why not, aux élections. Mais je voudrais que les gens laissent ceux qui ont été dédiés à cette tâche travailler, terminer leur job, et après, nous ferons notre job. Le dialogue national, le dialogue politique surtout, vous l'avez suivi, même si vous n'êtes pas partie prenante du dialogue, mais votre parti est partie prenante du dialogue. Comment appréciez-vous les discussions qui se font dialogue national sans le Parti démocratique sénégalais, qui quand même est le principal parti de l'opposition? Sûrement vous allez rire sous cap, puisque certains diront que non, on se focalise sur les résultats de la présidentielle de 2019, mais c'est quand même un parti que l'on ne retrouve pas dans ce dialogue national. Est-ce que l'on peut penser que tout ce qui sortira de ce dialogue sera quand même accepté par tous les acteurs du jeu politique? Vous savez, le rôle ou le rang d'un parti politique ou d'une coalition ne peut être déterminé qu'au sortir d'élections. Parce que c'est le seul baromètre. C'est le seul baromètre qui puisse dire, écoutez, Birahim pèse ça, Zator pèse ça. Mais tant qu'on n'est pas à des élections, on ne peut pas, je crois, mettre un baromètre, fût-il très aérien ou même très virtuel. Ceci étant dit, vous savez, il y a tellement de participants à ce dialogue politique-là, même le bon Dieu n'a pas fait l'unanimité. Ça veut dire que les absents ont tort? Mais absolument. À la table de la discussion, celui qui n'y est pas a tort. Et les gens décideront sûrement à votre détriment, et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Le président s'est ouvert en tout cas à toutes les franges de la vie politique, économique, même sociale, je peux dire même du Sénégal tout court. Il y a toutes les personnalités aujourd'hui qui prennent part à ce dialogue pour l'intérêt du pays. Et ça, il faut le rappeler. Parce que le président aurait pu ne pas convoquer de dialogue. Il aurait pu vraiment, dans le secret de son bureau, décider sur toutes ces questions et les gens l'auraient appliqué. Parce que c'est à lui que... c'est lui aujourd'hui qui est dépositaire de la majorité des suffrages des Sénégalais. Donc moi, je pense que l'un dans l'autre, on devrait aller vers une situation qui devrait permettre d'avoir des conclusions consensuelles. Maintenant, consensus ne veut pas dire unanimité. Et ça, il faudrait que les gens le comprennent. En tout cas, si aujourd'hui il y a 100 acteurs, au moins les 98 sont à la table du dialogue et c'est salutaire. Nous reviendrons sur ce point et d'autres. Ce sera dans la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. Une courte pause et l'on revient tout de suite.
Merci à la régie et également vous nous suivez sur Zik FM, la seconde partie de votre émission Toute la vérité, toujours avec Pape Diallo. Zator Mbaye. Alors Zator, on parlait tout à l'heure de ce dialogue et surtout de ses conclusions qui seront attendues et qui seront déposées sur la table du chef de l'État. Une partie déjà a été faite concernant le dialogue politique. Maintenant, il y a également le dialogue national. Mais il y a ce débat autour du statut de l'opposition et surtout de ce statut du chef de l'opposition. Un débat que vous suivez et qui vous intéresse aussi. Vous savez, le référendum a consacré le statut de l'opposition et du chef de l'opposition. Ça veut dire quoi? Que les Sénégalais sont d'accord sur le principe. Les Sénégalais l'ont acté. Surtout du statut de l'opposition, puisque et c'est même sur le inscrit statut du chef, dans la parce que c'est le même texte. Oui. C'est le même texte. Donc, les Sénégalais ont donné leur onction par rapport à ces deux statuts qui sont différents. Le statut du chef et le statut de l'opposition tout court. Alors, maintenant, au Sénégal, je voudrais poser quelques petites questions, parce que est-ce que le président de la République est élu à l'issue des élections législatives? Je ne le pense pas. Un. Deuxième niveau, alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un régime parlementaire, oui ou non? Je pense que c'est bien non. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le chef de l'État s'appelle le chef de la majorité. C'est la personnalité sur laquelle les Sénégalais ont déposé le plus de suffrages. Naturellement, je pense que celui qui devra être le chef de l'opposition doit être cette deuxième personnalité, mais qui suit le président sur le plan du suffrage national. Si on avait dit qu'il fallait voilà, régler le problème au niveau de l'Assemblée nationale, je crois, le chef de la majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui s'appelle le président du groupe parlementaire de la majorité. C'est le groupe libéral et démocratique. Voilà. Et le deuxième groupe a également un président de groupe parlementaire. Donc le problème du statut de ce chef-là ne se pose pas, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est réglé. Est-ce qu'un indépendant qui, par extraordinaire, se retrouve deuxième à une élection peut être appelé chef de l'opposition, étant indépendant et peut-être ayant eu la chance... Parce que j'ai indiqué tantôt que le chef de la majorité, c'est le président de la République. Oui. C'est le premier. Mais le chef de la minorité, c'est celui qui vient après. À l'Assemblée nationale ou... Non, pas à l'Assemblée nationale, parce que c'est après des élections. C'est comme si on disait... Mais des élections qui, je le rappelle, pour la présidentielle de 2019, toutes ces personnes-là dont vous parlez, qui sont de l'opposition, ou en tout cas qui se disent deuxième, troisième, quatrième et cinquième, n'avaient pas accepté les résultats issus de ces élections. C'est la seule élection au Sénégal, la seule élection présidentielle à l'issue desquelles il n'y a pas eu de recours. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Depuis que moi, j'ai voté, c'est la seule élection présidentielle à l'issue de laquelle il y a eu zéro recours. Ça veut dire que même ceux-là qui disaient... Parce que déposer un recours pour les autres candidats de l'opposition serait accepter les résultats issus de ces urnes et qui ont consacré la victoire. Mais vous êtes en train là de jeter l'anathème sur la justice, hein, qui prononce les résultats. Non, je ne fais que reprendre des propos parce que quand vous posez de le problème dans ces formes, là vous jetez l'anathème sur la dame justice qui prononce les résultats parce qu'elle est seule habilitée à le faire. Mais je vous rappelle ceci. Ce sont les autres candidats, finalement, qui ont jeté l'anathème sur Dame Justice. Mais ces autres candidats, je dis bien personne, même sur le principe, de déposer un recours, personne ne l'a fait. Tous les jours, on voit l'opposition aller à la Cour suprême, déposer des recours, hein, tous les jours. Mais parce qu'ils étaient convaincus que le scrutin a été clean et nickel. Moi, j'ai été représentant mandataire dans mon centre de vote. Avant d'en sortir déjà, les résultats étaient connus des Sénégalais. On n'est plus à l'époque de la pierre taille ou de la pierre, de l'époque de Néandertal où les gens attendaient 2 jours, 3 jours pour connaître les résultats. Ça, c'est terminé ça au Sénégal. Les résultats, on les a hit at nung, ici et maintenant. Ce qui a fait quoi? Tous ces leaders devraient avoir des représentants. Ils ont dû regarder leurs procès-verbaux et se rendre compte que gars yi ñàkk nañ. Alors, c'est comme si si je prends un autre tableau. Coupe du Sénégal, championnat. Voilà. Je considère que le championnat, c'est l'élection législative. La Coupe du Sénégal, c'est l'élection présidentielle. Celui qui gagne la coupe a la coupe souvent avec une enveloppe. Mais on parle de vice-champion là. Oui. Exactement. Et le vice-champion, naturellement, est le chef de l'opposition. Moi, je crois que ce débat-là, aujourd'hui, tout ce qu'ils mènent, tout ce qu'ils veulent tirer sur ce débat, ont d'autres ambitions cachées
Et l'objectif pour moi, c'est de dépasser ça rapidement et d'aller à autre chose. Parce que les Sénégalais l'ont acté depuis 2016. Alors, revenons sur les élections locales qui, normalement, en tout cas, devraient se tenir au mois de mars 2021. Aujourd'hui, une question se pose. Vous êtes conseiller municipal également à Mermoz-Sacré-Cœur. Qu'en est-il du mandat de ces élus, maires, présidents de conseil départemental, entre autres, puisque leur mandat a été prorogé? Si tant est qu'on reporte à nouveau ces élections locales, resteront-ils élus locaux ou est-ce qu'il faudrait installer des délégations spéciales comme ce fut le cas par exemple en 2001 ou 2002 si ma mémoire ne flanche pas? Seul le président de la République pourra vous répondre. Ah oui, parce qu'il lui appartient. Quelle serait la meilleure option pour vous? Non, moi, je n'ai pas d'option, parce que c'est à lui. Si vous êtes conseiller municipal. Oui, oui, bien sûr, mais je vous dis avez votre avis sur le sujet? Vous savez, aujourd'hui, c'est lui qui a plusieurs paramètres d'appréciation. Finalement, tout tourne autour du chef de l'État. Mais on est dans un régime présidentiel, on n'est pas dans un régime de conseil municipal ou un régime de maire ou de ministre. Présidentiel on est très fort. Mais on est dans un régime où il appartient à lui de tracer la voie. Il aurait dû faire comme Abdoulaye Wade, délégation spéciale, universelle. Pour tout le monde. Mais il a choisi, lui, de respecter le suffrage des Sénégalais, de laisser les maires en place, de proroger leur mandat. Il est arrivé au Sénégal que des maires aient vu leur mandat prorogé de 2 ans. Ça n'a pas gêné. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, même si des gens comme moi veulent débarquer leur maire, nous prenons notre mal en patience. Justement, est-ce que ce n'est pas pour la respiration de la démocratie, comme on dit, que vous, par exemple, qui voulez peut-être supplanter Barthélémy Dias au niveau de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, que l'on aille vers des élections fissa, comme on le dit, très rapidement pour dégager ceux qui, peut-être même pour les populations, ne font plus l'affaire? Des élections ne peuvent pas se tenir fissa, ce n'est pas possible. Non, parce qu'il y a un processus. Je vous ai indiqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas inscrits aujourd'hui sur les listes, qui doivent s'inscrire, qui doivent aller retirer leur carte. S'il y a des périodes contentieuses qu'il faut gérer. Et puis voilà, toute cette... il faut déposer les listes, etc. Les gens sont en train aujourd'hui de discuter d'une question importante, notamment le parrainage, la caution, etc. Donc vous voyez qu'il y a autant de condiments qui devraient rentrer dans la préparation de ce succulent thieboudienne qu'on ne peut pas apprécier parce qu'on ne l'aura pas encore goûté. Il faudrait attendre que le mets soit prêt. Donc pour vous, la meilleure option, c'est de poursuivre et d'attendre peut-être la parole du chef de l'État. Voilà, je crois qu'il faut attendre que ce dialogue aille jusqu'à son terme et que ce rapport soit déposé sur la table du chef de l'État. Avec la décision finale qui viendra du président Macky Sall. Le président Macky Sall qui justement était durant quelques jours après sa visite à Keur Massar dans le bassin arachidier, à Kaolack, Fatick entre autres, pour une visite ou une tournée économique, énième tournée économique pour certains, plus une tournée politique pour d'autres. Bravo au chef de l'État qui a choisi de ne pas demeurer tout le temps dans un palais. Voilà. Et c'est un président de terrain qui descend souvent sur le terrain pour aller contrôler, aller voir de visu, aller au contact des populations et voir ce qui s'y passe. Il aurait pu se limiter au rapport que lui fournissent les gouverneurs et autres préfets. Il préfère aller sur le terrain, voir, écouter les populations, les entendre, mais s'ériger lui-même en exemple. Parce que dans la tournée, il faut se rappeler, d'après les images qu'on a vues, il est allé même, lui, visiter son propre champ pour donner l'exemple aux investisseurs, aux opérateurs économiques du Sénégal pour leur demander, mais écoutez, venez vous investir dans l'agriculture, dans l'agro-industrie. Et ce n'est pas maintenant qu'il a commencé à le faire. Vous avez bien indiqué énième tournée, mais c'est bien heureux pour les populations de voir leur président souvent fois venir échanger avec eux. Mais l'autre pendant qui est important est que le président croit en l'agriculture. Plusieurs programmes ont été mis en place dans ce sens. Je vous donne un seul, le PRODAC, avec les domaines agricoles communautaires. En tout cas, nous autres jeunes, il vient encore une fois de plus de nous lancer un autre appel. C'est-à-dire quoi? D'aller vers la terre. Le président nous montre à travers cette tournée économique que l'agriculture peut être fun. L'agriculture peut permettre de réaliser d'excellentes choses. Je peux dire même des choses extraordinaires. Parce qu'habituellement, on avait l'habitude de voir l'agriculture sous le prisme, n'est-ce pas, de la houe, de la daba, etc., etc. Et les gens pensaient qu'à travers cette agriculture, on ne pouvait rien réaliser. Le président nous montre aujourd'hui qu'à travers l'agriculture, bien sûr, on peut avoir des 4x4, on peut avoir de très belles villas, on peut être quelqu'un qui compte dans la société et c'est cela qui est important. Je crois que les gens devraient voir l'aspect positif
de la tournée économique, hein, parce que c'est une tournée économique. Et dans les prochains jours, mois ou semaines, les gens verront l'impact de cette tournée-là. Parce qu'à travers cette tournée, la parole a été donnée aux paysans, mais qui sont très contents de... Et nous sommes aujourd'hui dans des projections qui pourraient même demain atténuer ce que l'on appelle aujourd'hui une supposée récession économique. Ce n'est pas une supposée récession économique, puisque certains parlent même de grosses difficultés. On annonçait des chiffres de 7%, maintenant on est à 0,6 ou 0,7%. Cela veut tout simplement dire qu'il y a eu un impact sur le plan économique assez important et consistant de la pandémie du coronavirus. Nous restons sur le domaine notamment de l'agriculture avec ce décret que vous avez sûrement dû voir concernant les conditions d'affectation et de désaffection des terres du domaine national. Vous êtes un élu local. À partir de 50 hectares, ce sera au gouverneur de décider avec peut-être l'appui des autres autorités administratives, dont le maire. Beaucoup de spoliation foncière au Sénégal. Est-ce la solution? C'est une solution. Parce que, vous savez, tout commence par l'État et tout se termine par l'État au Sénégal. Hein. Et on a vu beaucoup de spéculations foncières, beaucoup de litiges fonciers. Je crois que le président a voulu se recentrer le niveau décisionnel par rapport à cette histoire de foncier. J'ai une fois entendu des gouverneurs dire que sur pratiquement 10 réclamations, les 8 étaient des réclamations foncières. Et le président aujourd'hui prend le taureau par les cornes. C'est-à-dire à partir de temps, c'est le sous-préfet, à partir de temps, c'est le préfet, à partir de temps, c'est le gouverneur. Cela permet une centralité déjà, et cela permet, je crois, d'avoir une vision plus claire et plus large même sur ce qui se fait au niveau local, parce qu'il faut le dire aussi, hein, tout n'est pas très nickel, tout n'est pas très clean au niveau local en matière foncière. Maintenant, je crois que c'est une solution qu'il a prise, parce qu'à chaque fois qu'un problème se pose, le président s'en imprègne, prend une solution, et je crois que dans la vie d'une nation, rien n'est statique, mais tout est dynamique. Alors, il faut peut-être juste rappeler qu'il s'agit du décret 2020-1773 qui porte justement modification du décret 72-1288 du 27 octobre 1972 et qui est relatif aux conditions d'affectation et désaffection des terres du domaine national. Les hommes politiques, notamment l'opposition, ont souvent tendance au Sénégal, sur quelques décisions qui puissent être prises par le chef de l'État ou la majorité présidentielle, de les critiquer. A-t-on une opposition nihiliste selon vous? Je ne suis ni pour ceux-là qui disent que l'opposition doit toujours dire non, la majorité toujours oui. Je pense que les positions dépendent aussi des convictions des uns et des autres. Il ne faudrait pas que l'opposition souvent pense que parce que ce que le président fait, il l'a fait, ça s'appelle sale, que c'est négatif. Pas du tout. On devrait pour moi aller vers un gentleman agreement de la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu dans une mosquée où les gens discutaient de ballons. Non. Il appartient aux acteurs politiques de normaliser et de normer le champ politique. Avec justement des échanges civilisés. On avait entendu Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, des échanges civilisés. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on a plus de diatribes, plus de vociférations. Les gens ne sont pas très objectifs, d'ailleurs, souvent sur les appréciations qu'ils donnent sur certains programmes de l'État. Et souvent, chemin faisant, on se rend compte que finalement, l'État avait raison de prendre telle ou telle autre chose. Regardez comment cette pandémie de la Covid-19 a été prise en charge au Sénégal. Au début, on a tout entendu, le président a lâché prise, etc. C'est cela aujourd'hui qui revient pour dire, finalement, le président avait raison. Parce qu'il commence à avoir un début de solution. Et je crois que l'opposition, même avec ce statut, et ce statut du chef et de l'opposition, mais ça va permettre, à mon sens, des échanges réguliers entre le président de la République et son opposition. Parce qu'au Sénégal, quand même, le président ne peut pas se permettre tout le temps de rencontrer 50, 60 personnes. Mais s'il a un interlocuteur qui, lui, à son tour, va rencontrer les autres pour expliquer, prendre leurs préoccupations, je pense que le climat politique sera plus normé. Alors, dans ce climat politique, il y a des jeunes, ou relativement jeunes. Je prends le cas de Ousmane Sonko, qui a été 3e ou 4e, je pense 3e de la présidentielle de 2019, qui n'avait pas accepté. Bon, maintenant qu'ils ont tous accepté. Comment appréciez-vous la jeunesse
des politiques aujourd'hui, un Ousmane Sonko, un Zator Mbaye, un Bougane Gueye Dany, peut-être juste pour le titiller, entre autres, et surtout leur rôle sur le plan national? C'est un rôle d'avant-garde. À mon avis, je ne fais pas partie de ceux-là qui pensent que, écoutez, ceux qui sont plus âgés doivent partir, il faut que les jeunes soient mis en place. Je ne suis pas non plus un adepte de la transition générationnelle, de dire oui, transition générationnelle, alternance générationnelle, comme ils disent, hein, alternance générationnelle, plutôt, comme le disent souvent certains de mes amis. Je suis, moi, pour une transition générationnelle qui se fera naturellement. Ceux qui étaient là avec le président Senghor ne sont plus là. Ceux qui étaient là avec le président... Parce que c'est la vie. Ils sont tous là. Hein. Si je prends le cas de Moussa Fagnas, qui était là avec le président Senghor, qui était là avec Abdou Diouf, qui était là avec Abdoulaye et qui est aujourd'hui encore là avec... Mais vous êtes en train de me rejoindre, parce que j'ai indiqué tantôt, dès le début de mon intervention, que je ne suis ni pour un tout vieux ou pour un tout jeune. Je suis pour une osmose. Je suis pour un mélange, parce que l'expérience aussi en matière d'État, elle compte, hein, elle est importante. Mais se dire non, 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 il faudrait que nous, les jeunes, que nous venions... Non, je ne suis pas pour ça. J'étais en train de dire aujourd'hui, regardez ce qui se fait dans cet État. Le président Macky Sall, par exemple, a responsabilisé beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Et ça, il faut le rappeler. Regardez aujourd'hui, tous les débats qui se font sur les plateaux, c'est pratiquement les gens de ma génération qui le font. C'est les mêmes personnes pratiquement. Ça veut dire quoi? Que, écoutez, nous sommes également de la même génération que le président Macky Sall. Nous nous sommes battus dans l'opposition pour faire partir Abdoulaye Wade. Nous sommes aujourd'hui dans l'assumation du pouvoir avec lui à différentes positions, différentes stations. Mais voilà, la vie, c'est simplement ça. Demain, notre tour viendra, peut-être quelqu'un d'entre nous sera président de la République. Nous le souhaitons. La vie va continuer. Mais je ne suis pas pour... un tout jeune ou pour un tout vieux, non. Ce sera peut-être après la troisième candidature du président Macky Sall que vous autres, un Ousmane Sonko ou un Zator ou un Bougane pourra peut-être briguer un mandat. No comment. No comment. Vous ne commentez pas sur ce troisième, Je ne commente pas. Cette troisième candidature. Alors, une troisième candidature ou un troisième mandat, même si celui qui concerne le Sénégal ne vous concerne peut-être pas, vous ne voulez pas en commenter, mais qui concerne beaucoup d'autres pays de la sous-région qui ont vu même des situations assez difficiles ou qui vont, on l'annonce, dans des situations ou vers des situations difficiles. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé au Mali, on l'annonce pour la Guinée. Comment appréciez-vous ce débat autour d'une troisième candidature ou un troisième mandat? Ne faudrait-il pas tout simplement le régler définitivement pour les pays africains? Vous savez, vous m'avez présenté tout à l'heure comme ministre conseiller du président de la République, je suis donc membre de son cabinet. Ma parole, souvent, peut avoir une connotation qui pourrait gêner. Et ce que je dis, moi, c'est que l'important pour moi, c'est que c'est des choses qui se passent dans leur pays. L'objectif, c'est qu'il y ait un dialogue, une discussion, comme le président de la République. Et qui concerne aussi le Sénégal. Comme le président de la République, Macky Sall, a eu à le dire d'ailleurs, parce que souvent aussi, il faut quand même saluer sa position dans le continent, sa position très saluée dans le continent. Et je crois que si les gens l'écoutent, on arrivera à des solutions. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir des problèmes. L'objectif, c'est d'arriver à des solutions. Maintenant, les solutions, voilà, c'est au bout de discussions, au bout d'échanges, au bout de dialogue. Et je demeure convaincu que les uns et les autres, chacun fera en tout cas ce qui sera de sa capacité pour que l'Afrique ne brûle pas. Et ce sera le cas également pour le Sénégal en 2024? Le Sénégal est sur de très bons auspices. Et attendons d'abord 2024, il y a un fait avec Jam. On n'est pas encore en 2024, nous venons fraîchement d'être réélus. On n'est même pas encore bien installés. Laissons-nous nous installer, faire nos choses et puis voilà. Pourquoi est-ce que ce débat est très souvent, ou la plupart du temps, plus soulevé par des membres de votre entourage, de Benno Bokk Yakaar, des proches du chef de l'État? Vous savez, ceux qu'ils soulèvent n'ont pas de respect pour les directives du président de la République, qui est le président de notre coalition, qui a indiqué la voie à suivre. Je suis Wolof, on dit que quand le borom cœur dit ça, mais il faut faire ça. Pourquoi les gens veulent souvent remuer le couteau dans la plaie, dire des choses, voilà, pour faire du buzz, etc. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Ben, on a vu par exemple le président du groupe parlementaire de la majorité, Aymérou Gningue, dire que rien ne lui empêche de faire un troisième mandat, alors qu'à côté, un autre a dit qu'il a lui-même dit qu'il ne peut y avoir un troisième mandat. Finalement, il a été tout simplement dégommé, entre guillemets, excusez-moi le terme, écarté
du cercle présidentiel, est-ce qu'il y a ceux qui sont pour un troisième qui bénéficient peut-être de ces largesses du président et ceux qui sont contre un troisième et qui finalement sont voués aux gémonies? Je suis membre de l'AFP, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce sur quoi je suis sûr et certain, c'est qu'en 2024, nous aurons un candidat comme nous l'avons eu en 2019. Maintenant, attendez de voir qui sera notre candidat. Aux prochaines élections présidentielles, Benno Bokk Yakaar aura son candidat. Comme ce fut Parce le cas que en 2019, l'objectif pour nous, c'est de nous éterniser au pouvoir au moins jusqu'à l'horizon 2035 pour pouvoir réaliser le plan Sénégal émergent. J'aimerais bien entendre les hommes politiques sur tout ce qui se fait dans l'économie, sur tout ce qui se fait dans l'agriculture, sur tout ce qui se fait aujourd'hui à travers le plan 100 000 logements, sur ce qui se fait voilà, à travers la diplomatie sénégalaise qui quand même écrit des pages très belles. Mais les gens sont aujourd'hui cloîtrés sur des détails qui n'avancent en rien les Sénégalais. L'objectif, c'est pour moi d'amplifier ce qui se fait, de dire ce qui se fait de moins bien pour que les gens s'améliorent. C'est ça le principe. Mais rester là, pour moi, c'est un débat puéril et stérile. Est-ce que justement ce débat, pour dire stop à ce débat ou tout simplement freiner les vérités des uns et des autres d'en reparler, le chef de l'État n'aurait pas tout simplement pu dire, le chef de votre coalition, que comme il l'a peut-être dit une ou deux fois, voilà. Mais fini. Vous venez de donner la réponse. Il a dit, qu'est-ce que ça a changé? Le débat mais rien du tout, ça ne change rien. Vous savez, il y a des Sénégalais, même si le bon Dieu descendait, ils vont dire que ce n'est pas le bon Dieu. Il l'a dit, vous-même vous avez posé la question, vous avez donné la réponse. Attendons le moment venu, on verra. Il y a le fait quelque chose d'abord. On est très loin des prochaines élections. De 2024. Zator, ministre conseiller, mais également conseiller municipal. Comment va votre fidèle ami Barthélémy Diaz? Ben, je pense qu'il va très bien. Je le vois souvent faire des choses. Je le vois à la télé, je le vois crier. Ça va, je pense. Vous ne vous rassemblez plus vous n'avez plus de réunion du conseil municipal? Si, il y a encore des réunions du conseil municipal. Mais vous savez, en cette période, c'est assez délicat. Bon, il y a des réunions. Je crois qu'il y a une réunion qui se tiendra en début de semaine. Voilà. On est là, on est à l'affût. Les atomes sont très crochus. Non, je n'ai jamais eu de problème il n'y a jamais eu de problème entre Barthélémy et moi. C'est un grand frère. Nous sommes de la même génération. On a été à l'Assemblée nationale ensemble. Il est maire aujourd'hui. Il est à son deuxième mandat. Nous avons été élus la première fois sur la même liste. Lui dirigeant une liste, moi une autre. Je considère qu'au bout de 2 mandats, un maire devrait pouvoir partir et laisser quelqu'un d'autre faire des choses. Parce que l'objectif pour moi, ce n'est pas de dire c'est moi qui vais être maire, non. L'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui prenne en charge les préoccupations des populations. Nous avons, nous, la chance... C'est pas le cas pour nous avons, la chance d'avoir le président de la République qui se réveille chez nous. C'est une chance pour nous. C'est une chance. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre ça à profit pour avoir de meilleures ruelles, des routes sans nid, des couloirs bien pavés, voilà, des écoles modernes, des tenues... Est-ce à dire, Pape Diallo Zatambeï, conseiller municipal de Mermoz Sacré-Cœur, que le maire de Mermoz Sacré-Cœur ne fait pas grand-chose? Vous savez, il a l'œil ailleurs, même quand vous qui le suivez, vous voyez qu'il a l'œil ailleurs. Il n'a pas le temps de s'occuper. Il n'a pas le temps de s'occuper de Mermoz. Il est maire, mais il ne s'occupe pas de la mairie. Ben voilà, et bon, pour son premier mandat, il avait dit que c'est parce qu'il était en prison qu'il n'a pas pu travailler. Bon, le deuxième, j'ai vu par contre, voilà, une belle réalisation à Baobab, un terrain synthétique. Vraiment, j'applaudis. J'aime ça. C'est dans son quartier, finalement. Ouais, j'aime ça. En tout cas, l'objectif pour moi, c'est qu'un maire avec un budget de 2 milliards, on devrait pouvoir faire quelque chose dans la commune. Mais vous êtes habitant de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Hein? Et je pense que même ceux-là qui étaient décédés il y a 10 ans, s'ils revenaient aujourd'hui, ils ne se perdraient pas. Parce que rien n'a changé. Finalement, vous avez vous-même des velléités ou des options par rapport à cette mairie, Pape Diallo Zator? Mais naturellement, je pense que la prochaine mairie devrait être une mairie qui sera gagnée par notre coalition Benno Bokk Yakaar. Simplement dans l'intérêt des populations. Vous savez, non, ce ne sera pas un choix pour vous ou il faudrait aussi encore attendre que le président de la coalition décide de qui doit être candidat? Mais nous sommes dans une coalition. Aujourd'hui, c'est vous qui avez choisi votre caméraman, votre cadreur. Je ne l'ai pas choisi à votre place. Je ne l'ai pas choisi. C'est votre équipe technique donc qui l'a choisi. Alors, vous voyez, je ne peux pas vous dire que voilà la direction que prendra
notre coalition parce que j'ai des leaders, j'ai des gens qui sont au-dessus de moi. Et comme on dit, pas que quelqu'un ne dise tout. Mais mon souhait est que Benno Bokk Yakaar puisse prendre cette mairie. L'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas en faire une mairie d'opposition. Parce que notre mairie, finalement, est un siège, une permanence d'opposition. Finalement, tout ce qui est budget, tout ce qui est même matériel technique est voilà, mis à la disposition d'activités fractionnistes. Alors que l'objectif d'un maire, pour moi, c'est de travailler en parfaite intelligence avec l'État central. Parce qu'une mairie, quand même, est un démembrement de l'État. Et tout maire qui ne l'aura pas compris, je pense, ne mérite pas de siéger, surtout à la tête d'une mairie aussi prestigieuse que la commune de Mermoz Sacré. Est-ce qu'il y a une démocratie au sein de vos partis politiques? Je parle de l'AFP, du Parti socialiste, vos partenaires peut-être de Benno Bokk Yakaar, justement pour qu'un Pape Diallo, Zator Mbaye, puisse dire « je veux être candidat à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur », que personne ne m'empêche de le faire, ou est-ce qu'il faudrait nécessairement attendre l'onction du président de la coalition? C'est pas attendre l'onction. C'est pas parce qu'on veut être maire qu'on va être maire. Il faut d'abord être bien assis. Il faut une bonne liste. Il faut savoir gagner. Je ne peux pas prendre On est maire pour les populations qui vous choisissent, parce que les populations veulent vous choisir, mais moi, pas forcément que le parti vous choisit. Oui, mais moi, je ne suis pas de la société civile. Hein. Je suis dans un parti. J'assume mon appartenance politique à l'AFP. J'assume mon appartenance à Benno Bokk Yakaar. Je ne ferai rien qui puisse fragiliser notre coalition. Maintenant, le moment venu, comme ça a toujours eu à se faire, d'ailleurs, les gens autour d'arbitrage discutent. Il y a une très grande démocratie dans nos partis. Je prends l'exemple. Moi, à l'AFP, le président Moustapha Niasse, quand il ouvre la réunion du bureau politique, il sera le dernier à intervenir. Il écoute tout le monde. Il arrive d'écouter 20, 30 personnes. Et ça, c'est la démocratie. Quand vous allez à la conférence des leaders, le président Macky Sall en fait de même. Je crois que c'est ça la démocratie. Démocratie ne veut pas dire le matin être à la table discuter et sortir l'après-midi faire de l'opposition. Nous n'avons pas cette culture politique parce que nous pensons justement que nous sommes dans une coalition, on assume les bonus, mais il faut également prendre les babus ensemble. Mais on ne peut pas se dire non, tout ce qui est bon, voilà, c'est nous. Et quand c'est pas bon, non, c'est vous. Non. À l'AFP, notre culture, c'est pas ça. C'est d'assumer pleinement notre appartenance à cette coalition, de tout faire pour la renforcer, de tout faire pour que justement cette coalition puisse, comme je l'ai indiqué, voilà, réaliser le plan Sénégal émergent qui va être un pays pétrolier, un pays gazier, et puis voilà, on va avoir un pays vraiment où il fera bon vivre. C'est ça notre objectif, c'est ça notre ambition. Alors comment se porte l'AFP justement, puisque votre président Moustapha Niasse, certains l'ont perdu de vue depuis le début de cette pandémie ou l'apparition de cette pandémie au Sénégal. Est-ce que vous tenez vos réunions? Comment se porte votre Mais jeudi dernier, j'ai vu des caméramans de CNTV venir prendre des images de notre bureau politique. Le président Moustapha Niasse aussi travaille à l'Assemblée nationale régulièrement. Il n'est pas, voilà, cloîtré, pas du tout. Je lui pose une question en lui demandant, mais quand est-ce que vous allez vous reposer? Il me dit, attends, je me repose en travaillant. Donc voilà quelqu'un qui travaille toujours et qui travaille plus que nous-mêmes, hein, parce qu'il a eu une culture de travail. Maintenant, l'AFP n'est plus ce parti de l'opposition qui rue sur les brancards. Nous avons nos canaux pour donner nos propositions au chef de l'État. Il ne faudrait pas que les gens s'attendent à ce que l'AFP se lève pour tirer sur le gouvernement, dans lequel nous sommes membres d'ailleurs. Nous sommes partie prenante de ce gouvernement. Nous assumons des responsabilités à l'Assemblée nationale, dans les différentes directions. Donc comprenez que l'AFP n'est plus ce parti d'opposition, ce parti fêtière, ce parti leader de l'opposition de 2000 à 2012 quand même, parce que les gens attendaient les communiqués incendiaires de l'AFP, parce que justement, on n'avait pas de canaux direct avec le président de la République. Le président était avec une grosse pierre pour dégager le président. Une pierre reçue, et personne ne pensait que le président allait être le président de l'Assemblée nationale. Ironie du sort, Dieu a fait qu'aujourd'hui, depuis presque 8 ans, il est à l'Assemblée nationale, et qu'Allah lui donne la force, d'ailleurs, de continuer sa mission, qu'il mène très bien d'ailleurs, hein, qu'il mène très bien en parfaite intelligence, je le rappelle, avec le président de la République. Et c'est cela qui est important. Président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pape Diallo, Zator Mbaye, merci. On est au terme de cette émission déjà.
Ah, mais c'est allé vite, Birahim, hein, mais je pense que déjà, il y a le Tchéboudian qui sent comme un bon touré. Je te remercie, je remercie tous les auditeurs et m'excuse justement si j'ai eu à tenir des propos malveillants, ce n'était pas l'objectif du tout. Je vous encourage encore une fois de plus pour tout ce que vous faites pour la démocratie. Merci à vous, Pape Diallo Zator Mbaye. Pour vous autres également auditeurs de Zik FM et téléspectateurs de la Sen TV, rendez-vous est pris dimanche prochain pour un nouveau numéro et un nouvel invité.